le Fort Ingalls, ici à Cabano. On est à l'extérieur du fort. Ici, nous voyons Noëlla qui va vous dire bonjour. Bonjour. Alors voilà, on est ici à l'intérieur du Fort Ingalls. C'est un fort qui a été reconstitué. Avec le drapeau britannique, bien sûr. Divers bâtiments qu'on va visiter à l'intérieur. Au fond, on aperçoit le lac Témiscouata. Là, on va rentrer à l'intérieur.
Et voici un soldat de 1830. Il est encore bien jeune, De 25 ans. 25 ans. Ça, c'est la tenue de travail, là, dans le fond, ce que je porte. Ah, c'est la tenue de travail? Oui, les soldats ont 3 tenues dans le fond. Ça, c'est la tenue qu'on appelle le fatigue dress. Oui. La tenue qui va vraiment servir aux soldats qui sont au repos, quand ils vont couper du bois, faire des tâches ménagères. OK. Il y a aussi le cérémonial dress, qui est la tenue de combat. Qui est Oui. lui, beaucoup plus décorée. Un peu décoré, vous allez oui, voir j'aime ça ça. tantôt. Oui, on va voir ça. Ah, puis là, on peut pas rentrer tout de suite ici? Je peux vous l'ouvrir si vous voulez. Oui, merci. C'est un magasin? Ouais, ben, à l'époque, c'était la cuisine du phare. Ah. Maintenant, c'est la boutique souvenir. En tout cas, c'est bien reconstitué. Tiens, des épingles à linge. C'est bien plus solide que maintenant. Du savon du pays. Thym et eucalyptus. Alors, nous sommes toujours ici au Fort Ingalls, à Cabano, à la limite de la frontière du Nouveau-Brunswick. Alors, c'était quand même assez grand, impressionnant.
De la vaisselle en flow blue. De la vaisselle en flow blue. Ah, c'est ça, le bleu, oui. Ça craque, ça craque. Ça craque, ça craque, ça craque. Alors voici les prisons du Fort Ingalls. Je vais te remonter. On est au grenier ici du Fort Ingalls. Tiens, reconstitution des lits de l'époque. On voit le lac Témiscouata là-bas. On va redescendre l'escalier. Faire attention parce qu'il est raide. Voilà. Ah, il y en a un autre bâtisse qu'on a oublié. Qu'est-ce que t'as dit, Noëlla? Un autre bâtisse qu'on a oublié. Alors allons voir l'autre bâtisse. Ah, voici la femme d'un officier qui écrit des lettres d'amour. C'est bien. Avec l'encrier. À qui tu écrivais? Ah, C'est personnel. c'est personnel. Bon. Ben, en attendant que ce soit personnel, là, prends le balai puis balaye. Là. Allez. Voilà. Dans le temps, c'est ça qu'on avait. L'éponge de mer. Ah, tu veux te poser ça aussi? Oui. Ah, il parle là-haut bien. Le tout va aussi servir à isoler les bâtiments. C'est pour ça que quand on va faire la téléphone pénétré, il plaît bien. Entre chaque fissure, c'est en dessous du mortier en fait. Donc ça, on enrobe le chocolat avec l'étoupe, on souffle dessus,
Le chocolat qui est en train de brûler va mettre le feu à l'étoupe. Puis ensuite, on va mettre le feu justement à l'écorce, au bois d'allumage, puis aux bûches. Vraiment étape par étape. L'étoupe, oui. Mais chaque classe, ça peut mettre dessus faire un espèce de petit charbon. C'est quoi le frein de ton sac? Différentes affaires. En fait, ça, c'est un sac à provision pour faire transporter de la nourriture, parfois des flaques d'alcool si les soldats aiment boire. Ça peut aussi servir à transporter des outils, comme le silex puis le bateau que je vous ai montré. En fait, tout ce qu'un soldat peut avoir besoin de sortir rapidement de son sac, c'est là qu'il va le mettre. On va faire une autre bâche, moi, là. Ça va exploser. Ça va exploser. Donc ici, on est vraiment dans un dortoir typique des soldats. Vous pouvez voir que c'est quand même restreint, hein? On n'a pas vraiment d'intimité à l'intérieur ici. Il y a deux types de lits. On a des lits simples, par exemple, qui sont conçus pour un seul soldat. Et vous voyez aussi qu'il y a des lits doubles. Les lits doubles sont conçus pour les soldats qui pouvaient amener leur famille. En effet, plusieurs soldats étaient mariés, mais c'était quand même une infime partie. On pourrait dire que 10% des soldats étaient mariés, et de ce 10%-là, 10% pouvaient avoir la chance d'amener leurs femmes et leurs enfants avec eux. Donc il n'y avait pas beaucoup de femmes et d'enfants, mais il y en avait suffisamment pour remonter le moral des soldats, et aussi pour faire quelques tâches que les soldats n'avaient pas nécessairement le temps de faire. Les femmes faisaient principalement les tâches ménagères. Donc, ils nettoyaient les bâtiments, ils nettoyaient les casernes. Donc, il ne faut pas penser qu'ils faisaient tout non plus. Les soldats faisaient beaucoup leur part aussi pour ce qui est des tâches ménagères. Par contre, lorsqu'on regarde l'horaire des soldats de plus près, on se rend compte que les soldats faisaient 6 heures d'exercice par jour. Donc, ils n'avaient pas nécessairement le temps ou l'énergie de faire du ménage. Donc, les femmes le supportaient là-dedans. Les enfants les supportaient aussi. À partir de 16 ans, les filles devaient se trouver un mari, sinon ils étaient expulsés du fort. Et à partir de 16 ans, les garçons devaient aller travailler comme soldats, devaient vraiment s'enrôler dans l'armée. Donc, sinon, ils subissaient les conséquences et étaient expulsés du fort à leurs frais. Donc, il fallait vraiment suivre les règles ici au fort. Vous pouvez voir qu'il y a quand même une cheminée pour réchauffer. Mais ce genre de cheminée-là, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour vraiment réchauffer un bâtiment. Donc, vous voyez qu'il y a des lits qui sont assez près. Ça va être les soldats les plus gradés, comme les caporales et les sergents qui vont dormir près du feu. Et les soldats, les simples soldats et les recrues vont dormir dans le fond ou près des fenêtres, près des portes, les endroits où il y a le plus de courant d'air. Pour ce qui est de l'hygiène des soldats, il faut savoir que les soldats étaient relativement propres pour l'époque. Ils se lavaient 2 fois par semaine. Donc ça peut sembler dégoûtant aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est très propre. Les soldats avaient... Oui, ben aujourd'hui c'est 2 fois par jour, mais à l'époque 2 fois par semaine, c'était considéré comme étant quelqu'un de très propre. À l'étage, il y en a aussi. Et justement, à l'étage, il y avait de la nourriture. Voici notre il y avait défenseur. des vivres, de l'eau, recommencer à tirer. On peut survivre environ 1 mois. Le soldat là, qui se prépare là, à l'attaque. À 50 sans sortir. C'est comme ça que ça se passait. Ce qui est quand même assez long. Il faut savoir aussi qu'il y a des cellules, et ça, ils ne sont pas conçus pour les soldats ennemis. Ici, on est dans la chambre de Jean-Étienne Landry, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est le médecin qui avait une épouse, Caroline Lelièvre, et il s'écrivait des lettres, et ces lettres-là ont été conservées. Donc, Jean-Étienne Landry était un Canadien français, officier dans l'armée britannique, ce qui est assez rare pour le souligner. Et ici, on a un sarrau de médecin comme à l'époque, et vous pouvez voir qu'il est noir, donc c'est pour cacher les taches de sang, parce qu'aujourd'hui, les médecins ont des sarraux blancs, mais à l'époque, comme on ne peut pas laver les vêtements aussi bien qu'on peut le faire aujourd'hui,
On préférait avoir l'objet brisé, ben pouf, on le jetait dans la latrine. Et lorsque les archéologues ont fait les fouilles, ben, ils ont trouvé les emplacements de latrines. Ben, ils ont essayé de les trouver. Et lorsqu'ils ont trouvé, ben, ils ont trouvé des puits d'artefacts. Il y avait beaucoup d'artefacts à l'intérieur. Les latrines, en fait, c'est un trou de 6 pieds dans le sol. Et lorsque la cabine est pleine, on la déplace et on rebouche le trou avec de la terre et de la chaux et on creuse un nouveau trou ailleurs. Donc, c'était un petit peu dégueulasse, mais moi, je préférerais le reboucher que de la vider. Moi, j'aimerais pas ça. Donc, c'est déjà tout pour les latrines. Vous pouvez regarder un petit peu. Allons voir la latrine. Exactement, la chose, c'est vraiment utilisé pour les matériaux les plus utilisés. On rangeait ce qui devait rester au sec, comme la farine, le sel, le sucre. Au rez-de-chaussée, on y rangeait les objets d'usage quotidien, comme les lampes à l'huile, les uniformes, les En armes. plus de ça, on est dans un beau décor. Ce qui devait rester au frais, comme la viande et les légumes. Donc, on va entrer à l'intérieur pour que vous puissiez voir la deuxième exposition. Il y a vraiment une belle vue, là. On va y aller tout à l'heure, c'est beau, hein? Ah oui. Ah, il y a un canon là-bas. Tiens, je ne l'avais pas vu, lui. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a là. Ça va être la poudrière. Ils sont venus chercher le Porkin et ils ont redescendu comme ça. Donc, il y avait des monticules de terre qui recouvraient les deux côtés et l'arrière de la poudrière pour éviter que si elle explose, qu'elle endommage les bâtiments. Il y avait aussi un garde qui surveillait la poudrière 24 heures sur 24. Ah bon. Ce que vous voyez là-bas, ce n'est pas un terrain de pétanque, c'est un bâtiment qui n'a pas été reconstruit. C'est le quartier des officiers. Donc, c'est un endroit qui aurait coûté très cher à faire reconstruire. Et comme ici, c'est un organisme indépendant qui appartient à la Société d'histoire et d'archéologie du Témiscouata, bien, on n'avait pas nécessairement les fonds pour le reconstruire. Ah. Et finalement, le bâtiment que vous voyez ici, c'est la boulangerie du fort qui n'a pas été reconstruit. Donc, c'est un endroit où on faisait tout le pain nécessaire Là-bas? pour le Fort Ingal, exactement. Aujourd'hui, c'est un belvédère, Ah. mais à l'époque, c'était vraiment la boulangerie. C'était la boulangerie. Et donc, il n'a pas été construit pour à peu près les mêmes raisons que le quartier des Les portes, c'est comme un tas de portes qui peuvent sortir pour le lac. Exactement, il y avait un accès au lac de ce côté-là et la grande porte côté ici. Donc, c'est ce qui mettrait fin à ma visite. J'espère que vous avez apprécié quand même la visite du fort. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Mais avant de se quitter, Alors voici ici quelques artefacts. Alors ici c'était l'ancienne boulangerie, mais on ne l'a pas reconstituée. Regardez-moi ça, vous cette belle vue sur le lac Témiscouata. Oh, c'est beau. Hein? C'est un beau coin, hein? Oui. C'est beau. Je connaissais pas pendant ça. Non. C'est vraiment beau. C'est qui est grand, là, hein? Donc, c'en est qui... C'est un peu là. C'est un terrain de camping. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai été dédié pour faire la démonstration de tir. J'en profite aussi pour vous présenter mon fusil
le Brown-Bess. Donc, les Brown-Bess, c'est les armes les plus populaires de l'armée britannique. Il faut dire que c'est les fusils à silex les plus performantes qui existent. L'autre nom vient de leur couleur, qui est le brun. Parce qu'on va brunir ces fusils avec de l'acide afin de les protéger contre la rouille et toutes sortes d'affaires de même. Dans le fond, il existe 4 modèles de Brown-Bess. Ça, c'est le troisième, appelé l'India Pattern, qui veut dire patron indien. C'est que celui-ci a été spécialement fabriqué pour aller se battre en Inde. Parce qu'en Inde, il y a les jungles, donc des forêts qui sont très denses, très épaisses. On avait donc besoin d'une arme qui était beaucoup plus courte et plus légère que les anciens modèles de Brown-Bess. Parce que oui, ça c'est le modèle court et léger. Vous vous demandez sûrement pourquoi quand on retrouve une arme faite pour aller se battre en Inde, au Canada. C'est que les forêts canadiennes sont assez épaisses elles aussi, très denses. Donc, on s'est dit que c'était une arme bien adaptée pour le terrain, on l'a donc importée ici. Mais il y a une deuxième raison. Les troupes du Foreign Gall, ainsi que plusieurs autres forts britanniques, devaient avoir un nouveau modèle, le Newland Pattern, le 4e modèle de Brown-Bess, qui est beaucoup plus performant. Malheureusement, l'usine qui fabriquait ce modèle a pris feu. Donc, ils nous ont renvoyé le vieux stock. Les Brown-Bess sont pratiquement tous des armes à silex. Le silex, c'est la pierre que vous voyez ici. C'est une pierre qui est très coupante, très friable. Ça produit facilement des étincelles lorsqu'on la frotte contre une pierre ou contre du métal. D'ailleurs, il y en a quelques-uns ici qui m'ont vu faire une démonstration tout à l'heure. Donc, c'est grâce à cette pierre qu'on va pouvoir tirer avec cette arme. Vous allez voir que le principe est assez compliqué et assez long, du moins pour quelqu'un qui débute. Il y a beaucoup d'étapes à retenir. Premièrement, on va mettre le chien au premier cran. Le chien, c'est le mécanisme qui tient le silex. Puis, on va sortir une cartouche de poudre noire, comme celle-ci. Cette cartouche va contenir de la poudre noire ainsi qu'un boulet en plomb. Du moins normalement. Aujourd'hui, c'est des charges à blanc que j'utilise. Il n'y aura que de la poudre, par mesure de sécurité. Mais ça, tout est prêt pour les batailles. On se contente de la prendre en main. On la déchire avec nos dents pour l'ouvrir. Puis on va placer à peu près 10% de la poudre noire dans le bassinet, qui est une espèce de réservoir situé juste ici. Donc, la poudre du bassinet va servir d'amorce. Par la suite, on referme la batterie, qui est cette pièce de métal, afin de couvrir la poudre. Puis, on place le reste de la cartouche dans le canon, la poudre, le boulet et même le papier. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle on va mettre le papier de la cartouche dans le canon? Pour que ça flamme plus vite. C'est pas vraiment ça. Descendre ta poudre. Faut pas que la poudre ressorte. Exactement. Pour ne pas que la poudre ressorte. Oui, c'est que ça va sceller la poudre. Ça va faire une espèce de bouchon. Comme ça, si je vise vers le sol, ça va rester en place au lieu de tout simplement rouler et tomber par terre. Ah, il fallait y penser à ça. Ensuite, il faut aller compacter la cartouche au fond du canon avec la baguette. Et bien important, il faut la remettre à sa place avant de tirer. Puisque si on oublie la baguette dans le canon au moment du tir, soit la baguette va partir à l'autre bout du terrain, ou encore le canon va nous éclater dans les mains. Dans un cas comme dans l'autre, charger et tirer avec cette arme risque d'être difficile après. Une fois que notre arme est chargée, on met le chien au deuxième cran, donc en position de tir. On vise et on appuie sur la détente. Ce qui va relâcher le chien. Le silex. Désolé. C'est pas grave, crache-le, on va le trier. Donc le silex va se relâcher, va percuter la batterie, qui va faire des étincelles et qui va mettre feu à la première charge qu'on va avoir mis dans notre bassinet juste un peu plus tôt. Donc ça va s'enflammer et ça va passer par un tout petit trou, gros comme une tête d'épingle sur le côté du canon qui s'appelle la lumière. Je vais passer rapidement pour vous montrer. C'est minuscule. C'est vraiment tout petit, mais c'est suffisant pour faire passer
le feu jusqu'à l'intérieur du canon, qui va mettre feu à la deuxième charge de poudre noire à l'intérieur du canon qu'on va avoir placé un peu plus tôt, qui va propulser le boulet à une distance d'environ 1000 pieds, donc 300 mètres. Ah, quand même. Sauf qu'à cause de la précision des armes, on va surtout s'en servir à 90 mètres, donc 300 pieds. Parce que le canon n'est pas strié, donc il n'y a pas de spirale à l'intérieur qui va diriger l'explosion, et le boulet est plus petit que la grosseur du canon. Donc ça va avoir tendance à ricocher à l'intérieur, ce qui va faire un jeu de 30 degrés à la sortie du canon. En fait, pour faire simple, imaginez que vous tentez de toucher quelqu'un à 300 mètres de vous. Il y a plus de chances que vous pognez le gars qui est à côté. Oui. Ah, puis aussi, il faut savoir que c'est une arme qui est capricieuse. Une chance sur 10 qu'elle ne fonctionne pas lors des tirs. C'est possible. Tout est possible. Ouais. Mon ordinateur, c'est pareil. Des fois, il marche, des fois, il marche pas. Donc, ça peut être dû pour plusieurs raisons. Par exemple, le silex peut être trop émoussé, donc pas assez aiguisé pour faire des étincelles. C'est pour ça que le soldat McGibbon, justement, est en train de taper dessus avec un coup de marteau pour le rendre plus coupant. La lumière aussi, qui est un petit trou qu'il y a sur le côté du canon, il peut être bouché, ce qui empêche l'amorce qui est en feu d'atteindre la charge qui est au fond du canon. Mais le plus souvent, ce qui va arriver, c'est que la poudre va juste être trop humide pour fonctionner, pour brûler. Ce qui arrive souvent lorsqu'il va se mettre à pleuvoir. C'est d'ailleurs pour ça que quand il pleut, au beau milieu d'une bataille, les chefs des deux armées vont se rencontrer pour remettre la bataille en autre jour. Bon, c'est bien. Je ne voulais pas se battre, je priais pour qu'il voyait. C'est à peu près ça. La part, c'est que la poudre noire, même une fois qu'on l'a séchée, elle fonctionne très mal. Donc, il faut vraiment éviter qu'elle soit humide. C'est d'ailleurs pour ça que le quatrième modèle de Brown Bess, le Newland Pattern, était si performant par rapport au India Pattern, puisque lui, il fonctionnait avec un percuteur à cap en guise d'amorce. C'est plus un silex ou encore de la poudre noire qu'on va mettre dans le bassinet. C'est vraiment un petit explosif qu'on va accrocher après le chien, ce qui lui permet de tirer peu importe la météo. Ah. C'est bien ça. Puis là, ça va péter. Non, pas tout de suite, il va falloir que ça le charge avant. Donc, les deux tirs qu'on va faire pour vous aujourd'hui, le premier qui est le tir de cérémonie, qui, comme son nom l'indique, était utilisé pour les cérémonies, donc les mariages, les funérailles et les visites officielles. Et le deuxième s'appelle le Fire at Will, donc le tir à volonté. Le but, c'est de recharger et de tirer le plus rapidement possible. Donc, on veut vraiment vous montrer le plus lent et le plus rapide pour vous montrer très bien la séquence de tir et ensuite de vous montrer de quoi qu'on est capable, en fait. C'est un peu plus ça. Donc, un bon soldat va le faire en 15 secondes. Normalement, on a quand même une bonne moyenne, le lance-caporal et moi. C'est juste qu'à cause du caprice des armes, on peut pas vous garantir ce temps-là. Donc, le lance-caporal va se placer juste un peu plus loin avec son arme et il va procéder à la séquence de tir. Moi, je vais lui donner les ordres pour aujourd'hui, mais normalement, ça serait pas à moi de faire ça. Premièrement, parce que le lance-caporal est plus haut gradé que moi, mais aussi parce que c'est un officier normalement qui va faire ça. Donc l'officier n'est pas là aujourd'hui, il est en train de scruter, voir s'il y a des Américains dans les parages. Bon. Mais je vais le remplacer pour aujourd'hui, je vais me placer juste à côté et je vais donner les ordres au lance-cap. Donc restez bien là, s'il y a un tir manqué, paniquez pas, on va tout simplement fixer l'arme et retenter le tir. C'est parfait. Let's go, bro! Travail! Are you ready to fire? Ouais, travail! Prime and load! Move! End gold cartridge! Move! Prime! Move! Move! Cast about! Move! Move! Drop, ram run. Move. Ram down, cartridge. Move. 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 Return, ram run. Move. Shoulder arm. 34, make, ready. Present. Fire. Ah. Rest arm. Secure arm. Shoulder arm.
Let's Corporal Summer Blockhouse! Are you ready to fire, Dwayne? Fire, Dwayne! Press arm! Secure arm! Shoulder arm! To the fore, to the right, dismiss! Donc, je pense qu'on peut applaudir notre lance-camarade. Super! On se fait un peu entre les dents. Bon, ben on est bien défendu. Donc, c'est ça. Cette arme-là, après une vingtaine de coups, elle est tellement encrassée par la suie de la poudre noire qu'elle devient complètement inutilisable. Donc, on peut voir les mains du lance-camarade qui sont déjà assez sales. Donc, imaginez l'arme. Après une vingtaine de coups, ouais. On est équipé avec 60 cartouches, mais évidemment, on s'en sort pas au complet. Donc, on vaut mieux plus que pas assez, en fait, c'est surtout ça. À partir de ce moment-là, on n'a pas le choix, on doit la nettoyer complètement. Et c'est un procédé qui dure environ 1 heure. Donc, évidemment, on peut pas faire ça sur les champs de bataille. Non. Mais sinon, il y avait aussi le sergent, que son travail, lui, c'était de fournir des armes supplémentaires à ses soldats ou de réparer celles qui étaient défectueuses. Sauf que le sergent doit s'occuper de 20 soldats. Donc, il ne peut pas s'occuper de tout le monde. Il ne peut pas fournir des armes à tout le monde non plus. Elles sont limitées. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a pas le choix. On doit y aller au corps à corps. Donc, on va sortir la baïonnette, juste ici, qu'on va fixer au bout du canon. Et qu'on va tout simplement s'en servir comme une lance. Donc, vous allez transpercer l'ennemi. Donc, la baïonnette anglaise, elle n'a pas une forme de couteau. Elle n'est pas coupante du tout, vous pouvez voir. Il faut même y toucher. Le lance-camarade et moi, on va passer. Et vous pouvez voir qu'elle n'est pas coupante. C'est pas parce qu'elle est émoussée, au contraire, c'est que c'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Non? Voulez-vous toucher? Ah oui, regarde, tiens. Mais ça rentrait dans le ventre pareil. Oui, en fait, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais elle a une forme triangulaire. Oui. Et ça va créer des blessures en forme de T. Et c'est pratiquement impossible à refermer, même avec les méthodes médicales modernes. Et en plus, on peut voir sur les côtés des petites crevasses, des genres d'encavures, Oui. qu'on appelle des blood grooves, des gouttières à sang. Et ça, avec le poids de l'arme, ça va faciliter l'entrée dans le corps de l'ennemi, et lorsqu'on va ressortir, ça va faire un effet de succion. On va vous épargner les détails, mais je crois que vous êtes capable de faire une petite idée des dommages que ça pouvait faire à un être humain. Donc, évidemment, cette baïonnette-là, elle a été abolie par une convention de guerre. Donc, c'est rendu illégal de se servir de ces armes-là aujourd'hui. N'ayez crainte, vous ne serez jamais percé par une baïonnette anglaise. Donc, pour la fin de la démonstration, le lance-caporal et moi, on peut vous faire peser notre arme. Donc, nous, on doit garder la sangle en main par mesure de sécurité. Vous pouvez seulement la soulever par le canon. Voilà. Ne pas vous mettre en joue ni le prendre par le mécanisme. Tu vas me filmer. OK? Et on rappelle que c'est le modèle court et léger. OK. C'est 11 livres. C'est le modèle court et léger, on vous le rappelle. Modèle de poche, Oh là celui-là. là. Pas facile. Attention à ton ventre. Donc, c'est ce qui mettrait fin à la démonstration de tir. J'espère que ça vous a plu. Impeccable. C'est ce qui mettrait fin aussi à ma visite, donc on espère que vous avez apprécié. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Pour ceux qui vont être là pour la visite de 2 heures, vous avez juste à vous rendre au centre où les bancs blancs, ça va commencer dans quelques minutes.